Edwige. En tout cas, merci pour votre compréhension. On est vraiment désolé pour le problème technique qu'on a. On essaye de régler ça parce qu'on aurait vraiment voulu vous présenter le film de cet après-midi. Donc on fait notre maximum pour régler ces soucis techniques. Moi, je suis Monia Magamba. Je suis la fille de Esther, qui est la secrétaire de l'association Femmes en danger, qui organise cet événement en partenariat avec l'Observatoire parisien des luttes contre les violences faites aux femmes. Et la journée de lutte internationale, c'était le 25 novembre. Donc l'association Femmes en danger a souhaité participer et présenter un film sur le sujet du viol. Et comment est-ce que les femmes, grâce à leur force et grâce au soutien de différents acteurs et à leur famille, arrivent à dépasser ça et à ce que ça se transforme en résilience et même pour certains en engagement et en combat. Alors cet après-midi, normalement ce qui était prévu au programme, c'est qu'il y ait la projection à 14 h avec une table ronde, avec des intervenantes extraordinaires, des femmes qui se battent au quotidien pour accompagner les femmes dans leur démarche ou pour, par exemple, porter plainte ou même au quotidien en leur proposant des logements d'abri. Et il y en a même qui sont dans des sujets technologiques, qui développent des solutions pour permettre aux femmes étrangères de pouvoir porter leur voix et pour pouvoir faire part de leur situation. Et il y a aussi une intervenante extraordinaire qui est réalisatrice et qui réalise des femmes, et qui réalise des films pour les femmes. Donc je vous présente tout ça, mais avant de commencer, je vais appeler Madame Edwige Zondra, qui est la fondatrice de l'association Femmes en danger. Merci. Merci Christelle de me donner la parole. Bonjour, merci d'être aussi nombreux. Je n'y attendais pas. Et je me présente, je suis Edwige Zondra, comme a dit Monia. Je suis la présidente fondatrice de Femmes en danger. On a créé cette association au départ parce qu'il y avait un conflit dans notre pays, en République centrafricaine. Et il y a eu quelque chose qu'on n'a jamais vu en Centrafrique, c'est-à-dire des viols de bébés, des viols de femmes, de sœurs religieuses et même de petits garçons, de petites filles et tout. Et donc du coup, on ne savait pas quoi faire, on était vraiment touchés. Tout le monde cherchait de son côté, à sa manière, à apporter une solution à cette guerre. Et nous, on a essayé de créer cette association déjà pour sensibiliser au niveau international. Donc on a écrit aux autorités françaises, dont Fabius, François Hollande. On a été reçu aussi à l'Union européenne par Douglas Carpenter, qui est le responsable de la section des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. Voilà. Une fois qu'il y a eu l'accalmie, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on essaye d'aller aider les femmes sur place. Donc on a dépêché 2 femmes sur place en Centrafrique, dont Madame Hélène Zingazo, qui est aujourd'hui ici avec nous, qui est la présidente de Femmes en danger Centrafrique, et Hélène et Georgette Kendiwa pour aller au plus près de besoins des personnes déplacées pour voir comment nous puissions les aider. Et ça c'est fait. J'espère qu'à la fin, elle vous témoignera de ce qu'elle fait en tant que travail auprès des femmes en Centrafrique. Donc voilà un peu notre organisation. Donc ici en France, on essaie de travailler dans la sensibilisation et aussi à informer des personnes qui connaissent notre réseau lorsqu'elles sont sujettes à des violences. Voilà. L'autre chose que je voulais dire pour boucler, parce qu'il ne faut pas que je monopolise beaucoup le temps, c'est que cette vidéo a été financée par l'Observatoire parisien de la violence faite aux femmes, la direction du service des égalités, intégration, inclusion, par Amélie Vidot, Madame Amélie Vidot, qui est l'adjointe au maire de Paris, Anne Hidalgo, dans la thématique, et Madame Guillemot, directrice de l'Observatoire parisienne de la violence faite aux femmes, ainsi que Madame Ba, qui s'occupe de l'événementiel, et la société Morgane, producteur de la vidéo. Voilà.
Donc, j'espère que cette vidéo va vous parler, va provoquer des réactions en vous et que ça va vous donner l'envie d'être derrière nous, de nous soutenir pour qu'on arrive à faire de ce fléau quelque chose qui puisse disparaître, arriver à son éradication. C'est un rêve, mais je crois qu'on va y arriver. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Merci beaucoup d'avoir cru en nous. Et je vais laisser la parole à notre animatrice Christelle, qui sait si bien, qui a été, je la remercie beaucoup, aussi l'instigatrice de certaines intervenantes qui seront là. C'est vraiment de son fait. Elle a pris le problème à bras le corps et vraiment je la remercie beaucoup, ainsi que Esther, mon bras droit, notre responsable aux affaires culturelles. Je vous remercie. Sarah, Aïcha, Warda. Awa. Alors, c'est un honneur pour moi, franchement, de faire partie de ce panel et de pouvoir animer cette discussion en attendant qu'on règle notre problème technique. Je suis vraiment très fière de participer à ça et de partager ce moment avec des femmes extraordinaires et avec vous, les personnes qui vous êtes déplacées cet après-midi pour soutenir Femmes en danger. Je vais présenter nos panélistes, nos intervenantes, et elles vont pouvoir présenter leur structure. Et ensuite, on discutera concrètement au quotidien comment est-ce que ça se passe quand on accompagne des femmes victimes de violences en termes administratifs, en termes de logement, mais même en termes psychologiques. Comment est-ce que quand on est dans une situation de violence conjugale ou même de violence dans un autre cadre, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir dépasser ça et à pouvoir en faire parfois un engagement et un combat et produire des choses qui sont vraiment magnifiques. Sarah Magrave, tu es la fondatrice de l'association Women for Women France. Donc je te laisserai présenter ta structure après. Aïcha Mounir, réalisatrice, femme extraordinaire qui a créé l'association Femmes Phoenix et qui se bat au quotidien grâce à son art et grâce à son engagement pour faire de ce sujet un sujet qui touche et qui soit à la portée de tout le monde et qui interpelle en tout cas un maximum de monde à travers ses films. Madame Warda Sadoudi, ben oui, madame. Madame Warda Sadoudi, engagée depuis quasiment toujours auprès des femmes. Tu fais partie de différentes assos féministes populaires. Tu as fondé toi-même ton association Home qui héberge des femmes victimes de violences et qui les accompagne et qui a des résultats vraiment extraordinaires. Plus en termes même au-delà du logement, c'est vraiment comment est-ce que ces femmes elles arrivent à se réinsérer dans leur parcours professionnel, social et familial. Et il y a des très très beaux résultats qui en sortent. Awa, vous avez écrit un livre particulièrement sur la question de la polygamie. Et vous êtes une femme engagée et qui, à travers la lecture et l'écriture, veut faire de ce sujet, de la question de la situation de la femme, en tout cas une vraie question de société. Et comment est-ce que dans des sociétés autres que celles occidentales, on arrive à parler de la place des femmes. Ça mérite quand même applaudissements. Et je pense qu'on va s'asseoir parce que c'est un peu plus convivial. Donc je vous invite à vous asseoir, on va juste peut-être rapprocher les chaises. Vraiment, on va commencer par une première partie de présentation des structures et de l'engagement de chacune au quotidien. Et après, on passera par une phase de questions-réponses. Si vous avez des questions sur le sujet, sur les différents dispositifs avec lesquels les intervenants travaillent, ou même les structures qui les aident et qui les soutiennent dans leurs actions, n'hésitez pas.
Alors, je vais commencer par Sarah. Tu vas nous présenter Women for Women, parce que toi, cette année, le thème, c'était les femmes étrangères. Et toi, c'est un sujet qui te touche énormément. C'est vraiment cette problématique, comment est-ce qu'on arrive à donner l'information aux femmes étrangères qui ne parlent pas forcément français ou qui sont dans des situations où elles sont parfois isolées de fait de la géographie, qu'elles ne viennent pas forcément de France et qu'elles ont qu'elles sont peut-être dans un système familial un peu d'isolement. Comment est-ce qu'on leur donne, comment est-ce qu'on leur donne l'information avant, mais aussi comment est-ce qu'on leur donne l'information pendant et après. Parce que quand on a quitté son foyer, c'est déjà une très très belle étape. Mais après, comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on trouve cette information quand on ne parle pas forcément le français et qu'on ne sait pas forcément lire aussi en français. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette... pardon. Donc, comme ça, plutôt? Ouais, ok. Ok. Donc, comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas française. Donc, femme étrangère en France. J'ai vécu des choses ici. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais juste pour dire, ça vient de là. Effectivement, Women for Women France, c'est une association qui est assez nouvelle. On a commencé de vraiment travailler il y a un an. Parce qu'on a rendu compte on a une équipe de Françaises et étrangères qui fait ce projet. On a tous une histoire ici en France. Et donc, on a rendu compte, ok, déjà pour les Françaises, le système ici, quand on est confronté à une violence conjugale, c'est pas forcément super bien organisé. Le gouvernement eux-mêmes, ils ont fait une étude et ils ont trouvé que pour arriver à connaître nos droits déjà, et après de réaliser et accès à nos droits, c'est extrêmement complexe ici. Il faut courir partout et parler avec beaucoup d'associations et tout ça. Donc, imaginons après, vous ne parlez pas la langue, vous ne connaissez pas les associations ni les structures qui existent en France, vous n'avez pas la réflexion, ah oui, il y a une aide juridictionnelle, ah j'ai un droit à logement social si je quitte le foyer. Vous ne pensez même pas comme ça parce que vous êtes pas chez vous. C'est extrêmement difficile. Après, déjà quand on vit une violence conjugale, c'est quelque chose qui nous rend vraiment dans un état de traumatisme. Donc, si on peut trouver le courage d'aller chercher les informations sur nos droits, comment en sortir, en France, quand on fait ça, même en anglais, qui est quand même la langue internationale, si on n'aime pas ça, même en anglais, on ne peut pas trouver les informations ici en France. En tout cas, très très peu. Donc, on se demandait, notre équipe, donc on est les anglophones, mais comment soit être pour les chinoises, pour les russes, pour toutes les nationalités, même pour les anglophones, c'est impossible. Et on est en quelque sorte, on a le privilège de parler anglais et tout ça, mais pour nous c'était impossible. Donc comment ça doit être pour les autres femmes? Et c'est pour ça Women for Women France on a créé, donc je vais passer vite fait à notre projet. Et je parle que de le premier projet qui est déjà assez énorme. On va commencer cette année de créer un dossier d'information validé ou créé par les experts. J'ai un expert à côté de moi qui peut... Les gens qui sont vraiment travaillés sur le terrain, comme Wada, Madame Wada, et qui comprennent exactement comment ça marche pour de vrai, et créer un dossier d'information, comment accéder à les droits, c'est quoi une violence conjugale déjà, et comment on reconstruit une vie, comment on peut trouver un emploi. C'est pas traverser la rue. C'est pas. Donc, les choses comme ça, les informations pratiques, c'est le CMU, le droit d'un logement social, le droit
une aide juridictionnelle et les choses comme ça, mais aussi sur les choses très particulières, le titre de séjour. Il existe un titre de séjour pour les femmes étrangères en France victimes de violences conjugales. Très peu de gens connaissent ça. Et après de réussir d'obtenir le titre de séjour, il y a la démarche, il y a la preuve, il faut avoir. Donc, les informations pertinentes à ces victimes-là, c'est ça qu'on va créer un dossier. Et grâce à la générosité de la communauté parisienne, on est maintenant une équipe de 77 traductrices dans 20 langues. Donc après, on va traduire ce dossier dans les plus grandes langues possibles. Et après, on va créer le site web qui est, comme vous pouvez imaginer, un énorme projet informatique. Moi, je ne suis pas experte de ça, mais c'est un énorme projet. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire parce que pour nous, le plus important, c'est si les femmes arrivent, déjà pour arriver là, de dire non, ça ne va pas, je vais commencer de se battre pour mes droits, qu'elles connaissent comment elles peuvent faire et où chercher. Et donc ça c'est notre premier projet. Je peux parler pendant des heures, mais il y a les femmes extraordinaires ici, donc je vais passer le micro. Donc j'espère que vous avez arrivé de me comprendre. Excusez-moi encore pour l'accent. Merci beaucoup Sarah, je pense qu'on aura d'autres questions sur lesquelles on pourra revenir, sur concrètement comment est-ce que vous aussi vous allez chercher l'information, comment est-ce que vous êtes soutenu aussi au niveau de la ville de Paris qui vous soutient, et comment est-ce que vous travaillez avec les différentes structures, peut-être ça on aura le temps peut-être d'en discuter un petit peu après. En tout cas merci pour cette belle présentation. On va enchaîner par Madame Warda. Warda, toi, dans ton association, déjà dans ton engagement, tu accompagnes des femmes sur différents plans, sur le plan développement de projet, sur le plan entrepreneuriat, sur le plan aussi développement personnel aussi, comment est-ce qu'on accompagne les femmes dans leur situation globale. Et aujourd'hui, on va parler, je pense, plus particulièrement de ton association Home, qui héberge des femmes victimes de violences, et du parcours, comment est-ce que ces femmes, tu vas nous présenter ta structure, comment est-ce que ces femmes, elles arrivent à toi, et quels sont les objectifs que vous vous fixez chez Home pour mieux les accompagner. Merci. Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Donc moi j'ai monté une association en 2003 et plutôt sur l'égalité garçons-filles dans les quartiers populaires, et très rapidement j'ai été sollicitée sur des questions de mariage forcé de jeunes filles élevées à l'école de la République et qui se retrouvaient confrontées dans leur famille à des mariages forcés. Donc pour réagir vite, j'ai ouvert un appartement pour pouvoir les héberger, et progressivement je suis passée à 3 logements, donc de façon bénévole. Ça va, vous m'entendez ou... Ah, faut que je rapproche le micro peut-être. Non, mais ça grésille. Désolée, excusez-moi. Ouais. Et donc, l'idée, c'était de permettre à des jeunes filles de poursuivre leurs études, de trouver un emploi, etc. Après, moi, le travail particulier que je fais, c'est-à-dire que je ne fais jamais à la place des femmes. C'est aux femmes de s'inscrire dans leur démarche, parce que dans le rapport aidant-aidé, souvent il y a un rapport de mépris, il y a un rapport d'infantilisation des femmes, etc. Donc déjà elles le sont dans leur famille quand on les force à se marier, quand elles sont battues, etc. Donc moi je leur apprends à être des citoyennes. Donc avec moi qu'on soit étrangère ou française, pour moi on peut être une citoyenne française. On peut être une citoyenne en France. Donc c'est leur expliquer leurs droits, ça prend du temps, c'est un choix, bien leur expliquer leurs droits pour qu'elles y accèdent bien et qu'elles comprennent le sens de leurs droits. Et après, dans un deuxième temps, c'est de les accompagner vers l'autonomie. Donc pour moi, l'autonomie, c'est d'abord l'autonomie financière, donc à travers un emploi, finir des études, etc. Donc nous, nos logements, ils sont dans le Val-de-Marne. Donc on a le meilleur taux de sortie positive du Val-de-Marne. Ça veut dire que les jeunes femmes qu'on accompagne de 18 à 30 ans, quand elles arrivent chez nous, souvent elles n'ont pas de travail, des fois elles n'ont pas de diplôme, et elles sortent de chez nous, elles vont souvent... dans 80 à 90% selon les années, elles sortent avec un logement et elles sortent avec un travail, et des fois un permis et des fois un diplôme.
Donc l'idée, c'est de les accompagner dans l'autonomie en s'appuyant sur le droit. Donc le droit en France, c'est très compliqué, c'est très difficile d'accès, même s'il y a plein de lois. Et le combat là qu'on mène un petit peu, même si nous, on accompagne beaucoup des femmes qui sont nées en France ou qui ont grandi en France, et même si des fois elles peuvent être là depuis longtemps, mais elles se retrouvent avec des cartes de séjour 1 an renouvelables, un vrai sujet. Donc le grand enjeu avec Home, donc c'est d'héberger, d'accompagner, de rendre autonome, mais avec le féminisme populaire qui est mon autre association, par exemple dans le Grenelle, on est les seuls à avoir proposé que les femmes issues de l'immigration qui viennent en France dans le cadre de regroupements familiaux, il n'y ait plus de stratégie de l'agresseur de leur enlever leurs papiers. C'est-à-dire que quand vous partez de chez vous parce que vous êtes victime de violence, monsieur appelle la préfecture et votre titre de séjour, vous ne l'aurez pas. Et donc c'est à la femme de faire la démarche, de se battre pour justifier deux choses, alors qu'elle devrait juste ramener un dépôt de plainte ou une main courante pour dire qu'elle a quitté le logement parce qu'elle a subi des violences. Et pouvoir soit se maintenir chez elle, parce que l'idéal c'est qu'elle puisse rester chez elle, ou de retourner dans son logement et que lui il en sorte, mais en tout cas. Et donc nous on a inscrit ça dans le Grenelle, bon Marlène Schiappa elle n'en parle pas, mais en tout cas c'est une des propositions qui est retenue, avec une circulaire au préfet. Et le prochain enjeu qu'on a, et sur lequel on est en train de travailler, on avait rencontré Macron et le président du Ghana sur ce sujet qui parlait beaucoup d'économie, de diaspora, etc. Youpi, c'est bien. On leur a dit, notre prochain enjeu auprès des différentes diasporas, moi je me considère comme africaine, dont aussi auprès du Maghreb, c'est d'avoir des accords bilatéraux qui protègent vraiment les femmes étrangères. Par exemple, l'Algérie, on a un accord avec la France. Quand une femme elle est victime de violence, automatiquement son titre de séjour doit être renouvelé d'1 an, vie privée et familiale. Ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Et la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'il y a des associations qui mettent en difficulté les femmes en donnant pas les bonnes informations sur le contexte de violence, de dépôt de plainte, etc. Donc les gens, ils ont des rejets de papier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que vous êtes venu sur le territoire français dans le cadre d'un mariage, dans le cadre où votre famille vous a ramené, ou quelqu'un, et vous êtes mineur et vous êtes victime de la traite ou d'exploitation, automatiquement, il faut qu'il y ait un accord entre les deux pays et que les gens aient leurs papiers. Il n'y a pas de négociation à avoir selon que tu es albanaise ou congolaise ou serbe, c'est pas le même traitement. Donc nous, notre prochain combat sur la question des femmes migrantes et des femmes étrangères, c'est ça. Après, c'est compliqué parce qu'on essaye de jouer sur le volet économique, mais ça se joue aussi beaucoup avec les diasporas, et c'est un peu le message qu'on essaie de porter. Et on rencontre toutes les chambres de commerce franco-Mozambique, franco-Algérie, et leur dire, tiens, quand vous négociez le transport du sucre, négociez aussi peut-être parler un peu de cette situation des femmes étrangères. Donc notre objectif, un peu, c'est celui-là. Et après, on fait un autre travail aussi, c'est dans les communautés. On a beaucoup travaillé, par exemple, avec la communauté malienne sur le fait de sensibiliser les familles sur les questions de l'excision, du mariage forcé avec, vous connaissez tous le GAMS, notamment avec le GAMS. Donc ces choses importantes, on voit, il y a quelques jours au Sénégal, le président sénégalais s'est engagé contre le viol, qui n'est plus un délit, qui devient un crime. Donc il a proposé un projet de loi. Voilà. Non mais ça c'est un travail qui est fait grâce aux diasporas et grâce aux féministes du pays qui mettent des pressions. Donc nous, en tant qu'association française, la force qu'on a, c'est qu'on peut être le porte-voix des combats qui sont menés dans nos pays d'origine ou nos pays amis, on va dire. Voilà, parce que bon, des fois on est là depuis 4 générations, donc on a juste envie d'être français et de plus être étranger. Mais en tout cas, on sait que le travail qui est mené par les diasporas a beaucoup d'impact sur le droit des femmes. Donc voilà. Je peux parler encore longtemps, moi je vais... Merci madame. Eh ben, c'était une belle introduction pour Awa. Mais oui, c'était parfait sur la question des mariages forcés. Peut-être après, c'est un peu plus excision, vraiment sur la condition des femmes. Parce que la condition de la femme africaine, c'est pas que ça aussi. C'est aussi des sujets qui fâchent aussi. Et aussi des conditions des femmes dans des situations, soit la polygamie ou autres. Donc c'est pour ça que, Awa, je pense que ce que tu auras à nous dire sur comment toi, ton engagement, déjà, d'où il est venu,
et ce que tu as envie de proposer et ce que tu mets en œuvre au quotidien à travers tes écrits, tes livres et toutes tes actions. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie Edwige, que je connais depuis quelque temps, de m'avoir invité à cette occasion, de pouvoir m'exprimer, en tout cas, de pouvoir parler sur un sujet qui est très tabou, qui reste tabou encore aujourd'hui, mais qui englobe beaucoup de souffrances envers les femmes. Donc, c'est notamment la polygamie. Donc, moi, je suis la présidente de l'association En finir avec la polygamie, qui est basée dans l'Essonne, mais qui n'est pas sectorisée, qui intervient partout en France, même en Europe maintenant. Donc, c'est une association qui accompagne les femmes victimes de toutes sortes de violences, notamment la polygamie. On est spécialisé, on est la seule association qui défend les femmes sur ce côté, ce qui est dommageable. Et on lutte également contre l'excision et on lutte contre les mariages forcés. Mais quand je dis lutter contre les mariages forcés, c'est-à-dire qu'on accompagne les femmes victimes de mariages forcés, mais souvent on les oriente vers les organismes, comme notamment la Voix de femmes, qui s'occupent réellement des femmes victimes de mariages forcés. On travaille en partenariat effectivement avec GAMS, qui s'occupe de l'excision. Donc nous, on reçoit les femmes excisées qui veulent s'en sortir et on les oriente effectivement vers GAMS. On travaille en partenariat avec GAMS. Donc c'est une association qui est née après un vécu d'une proche qui a vécu la polygamie, qui en a tellement souffert jusqu'à la mort. Donc c'est pour cela que j'ai écrit ce livre que je vous présenterai tout à l'heure, qui s'appelle Polygamie, la douleur des femmes. Et en écrivant ce livre, je me suis dit, pourquoi pas créer une association. Donc tout le monde m'avait dit, tu n'iras nulle part parce que c'est un tout sujet, fais attention à toi, faut pas en parler, etc. J'ai dit, la bataille, il y a toujours quelqu'un qui commence. Donc je vais commencer et je pense que j'aurai des femmes qui vont venir envers moi pour combattre ce mal, qu'on leur fait croire que c'est normal, qu'on leur dit que c'est comme ça. Et non, c'est pas comme ça. Et j'ai dit non, c'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, on accompagne pas mal de femmes victimes de polygamie qui veulent s'en sortir. Elles viennent nous voir, notamment souvent ça peut être la première femme, ça peut être la deuxième, ça peut être la troisième ou la quatrième. Et de tout âge. La dernière que j'ai accompagnée, elle avait 65 ans. Elle est venue me voir, 65 ans. Elle pleurait. Moi aussi, je pleurais. C'est l'émotion. Je la regarde, cette femme, avec sa souffrance, en me disant, je ne pensais pas que mon mari allait me faire ça. Je dis, qu'est-ce qu'il vous a fait? Elle a pris une jeune de 25 ans. Et le pire, c'est que cette femme, elle est venue me voir parce qu'elle voulait connaître ses droits. Parce qu'elle vit en France depuis plus de 35 ans. Elle veut se connaître ses droits et comment faire pour empêcher ce mariage. Parce que la deuxième est en Mauritanie. Mais sauf que je me suis aperçue malheureusement que cette femme, elle s'est mariée religieusement. Cette femme n'a jamais pensé qu'en se mariant religieusement, qu'elle ne voulait pas se marier civilement, que son mari va un jour, après 35 ans de mariage, prendre une deuxième, une plus jeune, et il va faire le mariage civil avec cette femme, pour la ramener. Et elle me dit, comment je peux faire pour empêcher tout ça? Donc, c'était une question. Je dis, comment je vais faire pour régler ce problème? Les mariages religieux non reconnus en France, et comment je vais faire pour aider cette personne que je vois anéantie, humiliée, complètement, elle marchait à peine, cette femme. C'est dire que je ne croyais jamais que mon mari, qui a 70 ans, allait me faire ça. Elle n'arrête pas de répéter ça. Moi, sur ce sujet, j'étais complètement diminuée. Je vous le dis, diminuée. Parce que le mariage religieux n'est pas reconnu en France. Mais j'ai essayé quand même. Parce que je ne pouvais pas laisser cette femme partir comme ça. Je ne pouvais pas. Donc je lui ai demandé de me ramener des preuves du pays, comme quoi ce mariage religieux existe, et on va essayer. Je lui ai dit, bien, on va essayer. Parce qu'en France, le mariage religieux est reconnu, n'est pas reconnu,
mais un mariage religieux fait à la mosquée, il y a un registre. Donc ça veut dire que c'est un mariage polygamie avéré. Et c'est puni par la loi. Donc moi, c'est là, c'est de ce côté-là, que j'ai essayé d'aider cette femme pour montrer que cette femme est victime de polygamie en France. On a essayé, mais malheureusement, on n'a pas pu, parce que c'est un mariage qui s'est fait en Afrique. Donc on n'a pas pu régler ce problème parce que la fille était encore en Afrique. Et c'est fait en Afrique, c'est pas fait dans les registres en France. C'est pour cela que ce que vous avez dit, cette convention, on se bat aujourd'hui. Nous pouvons avoir une convention, notamment au Sénégal, dans les pays d'Afrique. Parce que je me dis, pour lutter contre ce fléau de polygamie, pour protéger les femmes qui sont en France, qui se retrouvent diminuées sans papier, rejetées par les maris, rejetées par les deuxièmes femmes, rejetées par tout le monde, par les travailleurs sociaux, parce que pour cela, il faut lutter au niveau de la source. Et au niveau de la source, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre des conventions qui permettent de protéger la femme, aussi bien là-bas, mais aussi bien ici. Donc on a écrit effectivement au gouvernement. On attend, on n'a pas encore de réponse. On attend. C'est un combat, il faut le savoir, parce que ça reste encore très tabou, notamment dans mon pays d'origine, que j'aime, mais où, qui est le Sénégal, qui bat le record mondial de la polygamie. Et donc, je ne vais pas être trop long, parce que c'est l'introduction, Donc, pour revenir à notre association, on est plus d'une quarantaine de bénévoles, hommes et femmes. Je suis là, je peux me vanter que je fais partie des associations où il y a plus d'hommes. Mon chéri qui est là fait partie de l'association. Donc, on l'applaudit. Il me soutient depuis que je le connais, il y a plus de 3 ans. Je le connais, qui me soutient, qui est rentré dans l'association avant qu'on soit ensemble. Et sans compter, il y en a d'autres qui me soutiennent. Je suis la seule association qui a aujourd'hui presque 10 hommes. On peut le dire, parce que c'est surtout sur ce sujet qui me soutient et qui travaille encore plus que les femmes qui sont dedans. Donc je le dis bravo, et je dis bravo à tous mes bénévoles. Parce que sans eux, on ne peut pas continuer à combattre ce mal. Je vous remercie. Je m'arrête là pour l'instant. On y reviendra de toute façon. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Awa pour cette présentation et vraiment cet humanisme en tout cas que dans son association vous mettez pour accompagner les femmes et pour les écouter. Et c'est comme ça que je me tourne vers toi Aïcha, parce que toi dans tes films, dans les films que tu réalises, tu parles des femmes, de leurs conditions. Il y a aussi un des films où tu racontes l'histoire d'une femme en lien avec la polygamie, comment est-ce qu'on arrive à dépasser, se reconstruire, et parfois, dès le départ même, comment est-ce qu'on arrive à vivre dans un foyer polygamique. Mais tu as aussi d'autres films, et tu as ton dernier film qui parle de violence conjugale. Et je trouve que tu es une femme juste extraordinaire, parce que tu as monté l'association qui s'appelle Femme Phoenix, parce que je pense que c'est bien en lien avec toi. Comment est-ce que tu as réussi à dépasser certaines épreuves de ta vie pour aujourd'hui vraiment t'engager pour les femmes. Donc je pense qu'on peut déjà toutes les applaudir, celles qui ont parlé. Mais Aïcha, elle a un très très beau parcours. Je vais te laisser nous présenter l'association Femme Phoenix et un peu parler de tes films et pourquoi cet engagement pour les femmes à travers l'art et le cinéma. Bonjour à tous et à toutes. Merci Mona d'avoir pensé à moi. C'est un peu dur d'être là, mais je me suis dit c'est une première, je vais oser, je vais y aller. C'est une forme de thérapie également d'être là. J'ai fondé Femme Phoenix de par mon vécu, un vécu assez douloureux où il a fallu avoir meurtre. Mais Femme Phoenix a vu le jour. Voilà, je suis passée également entre les mains d'une association magnifique qui m'a soutenue, avait mis sur mon chemin tout un panel de personnel pour m'aider. Et j'ai pu avoir enfin un logement
puis je me dis, voilà, j'étais dans mon logement, suivie par une assistante sociale, et puis voilà, mais je constatais qu'il manquait quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans Femme Phoenix, qui est une association solidaire pour l'insertion de la femme dans le côté développement, et voilà, enfin, tout ce que nous faisons quasiment, on se retrouve. Et je pense qu'il n'y en a pas assez, parce que s'il y en avait assez, on aurait éradiqué autant pour moi ce mal. Voilà. Dans Femme Phoenix, selon mon parcours, mon vécu, je travaille aussi, on travaille, parce que j'essaye de trouver aussi des bénévoles, des partenaires, on travaille le côté valorisation de l'image de soi. Pourquoi l'image de soi? Parce que c'est ce que, c'est pas pour vous les hommes, hein, vous êtes très bien, on a besoin de vous dans nos vies, bien sûr, mais c'est la partie que je trouve que ces hommes-là, voilà, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, ces hommes-là, je trouve, et nous atteignent par là, cette destruction et cette image qui est très importante de nos jours, c'est cette partie que l'on voit. On ne voit pas la partie cachée de l'iceberg, le vécu de la femme, l'intérieur. Et ce que nous travaillons également, c'est la valorisation de l'image de soi, de l'estime de soi. Parce que l'estime est aussi touchée, on est diminué, la liste est longue. Eh oui, la liste est longue, mais c'est très important pour nous d'être aux côtés de ces femmes-là. Le côté solidaire aussi me tenait à cœur, parce que j'ai eu tout autour de moi des personnes énormes, des personnes avec des cœurs mais immenses, et j'ai eu ces aides-là. Je me suis dit également, il fallait que je le mette dans l'association Femme Phoenix, parce que chez nous en Afrique, comme on dit, on n'est certes pas assez riche, mais on est riche de cœur et riche d'amour. On sait penser aux voisins, on sait penser à une personne qui ne va pas bien, et on sait tendre la main. Donc ce côté solidaire, c'est la femme victime de maltraitance. Voilà, j'ai mis maltraitance parce que la violence a plusieurs formes, plusieurs visages. Et quand elle vient à nous, en fait, il y a ces marraines qui sont là pour les écouter. Je trouve que j'ai été écoutée par un psychologue, mais moi, africaine, qui c'était la première fois, on n'est pas habitué à aller voir un psy. Donc je me suis dit, ces marraines sont là. Elles sont là, elles savent écouter. Ce sont des mamans qui ont des expériences que nous n'avons pas. Et il y a aussi ce côté solidaire que j'ai mis dans Femme Phoenix. On jette beaucoup à manger. On a parfois du matériel ou autant d'autres choses qui ne nous servent pas. Et pourquoi ne pas penser, donc dans ce petit réseau que je suis en train de monter, c'est pas évident, je suis en train de monter, de pouvoir, de savoir, d'apprendre à se tendre la main, comme on le fait, entre parenthèses aussi chez nous en Afrique. Donc il y a plusieurs choses en fait de par mon vécu, et ainsi que le retour de certaines femmes qui sont venues à nous, que nous essayons de mettre aussi en place et tout. Et la valeur ajoutée de Femme Phoenix, c'est le suivi qui est par colorimétrie. Donc il y a un suivi par colorimétrie qui leur montre que voilà, on a déjà traversé cette étape, on est à tel niveau. Et ça permet ça les fait comprendre que voilà, elles avancent dans la vie. Et à la fin, la finalité, on n'en est pas encore arrivé à poser sur place, à le faire, je me suis dit, on remet des awards. J'ai bien pensé aux awards, hein, pas des prix lambda, mais à des awards, aux comédiens, aux écrivains. Mais ces femmes-là sont des femmes lionnes. C'est des femmes qui ont un parcours mais immense de par leur vécu. Mais pourquoi ne pas leur donner cet award-là et leur faire comprendre? Parce que nos enfants sont très curieux ici en Europe. Ils sont toujours là à vous poser des questions. Mais maman, qu'est-ce que c'est que ça? Et de par ça, de par ce petit prix, cet award-là, elle saura lui raconter son parcours, son histoire. Parce que ce n'est toujours pas évident de raconter l'histoire. Et je rebondis là-dedans en parlant des films que j'ai faits, que j'ai réalisés. J'essaie, de par cette petite expérience, de par mes petits moyens, de magnifier ces femmes, de par les histoires. Ça part toujours des histoires vraies. Mes films sont des histoires vraies. J'essaie de mettre un petit peu de la fiction, mais ce sont des histoires vraies. Et ce que j'ai fait l'année dernière, c'était sur la polygamie. La première femme, c'est une histoire vraie. Hein. La première femme, en fait, elle a connu son mari, ils étaient très très jeunes.
il avait, je pense si j'ai bonne mémoire, 21 ans et elle en avait 16. Ils étaient jeunes. Elle est tombée enceinte et les parents n'ont pas voulu qu'elle avorte. On lui a dit, tu te maries. Et ils se sont mariés, ils étaient tout jeunes, mais sans moyens. La femme, elle est allée voir son oncle, qui est dans l'hydrocarbure, qui lui a donné un petit fonds. Et de par ce fonds, elle avait cette chance, elle a fructifié ce petit montant. Ils ont eu une centaine de taxis. Et puis, elle a dit à son mari, comme on dit à Chenou en Afrique, il faut penser au retour au village, quand on aura un certain âge. Prends une somme d'argent et tu vas investir au village. Eh bien, figurez-vous que cette somme d'argent a servi à prendre une deuxième femme. L'investissement. Ça a servi à prendre une deuxième femme. Et quand il a ramené la deuxième femme, elle était très enjoueuse, comme elle savent bien le faire. Elle avait monopolisé la maison, son homme, c'était devenu son homme à elle. Bizarrement, la première femme, avec l'éducation qu'elle a reçue, était toujours dans la soumission. Et avait interdit à sa fille de manque de respect à la première et à son papa quand ils étaient à table. De par cette soumission, sa fille lui parle d'une autre association que j'ai fondée également. Donc c'était une petite introduction de cette association-là, qui est Noble Femmes du Noun. Et elle lui parle de cette association-là qui vient en aide aux femmes et qui le sortent de la précarité. Donc du coup, elle va voir la présidente, etc. Et puis voilà, elle renaît de ses cendres. D'où le phénix, comme je dis, c'est un oiseau mythe qui renaît de ses cendres. Donc quand ces femmes viennent dans Femmes Phénix, on les aide à renaître de leurs cendres. Bon courage à nous. Bon, Monia n'est pas encore là. Je vais juste te parler du dernier film qui est aussi un vécu. Et donc j'ai fait jouer mes 2 enfants dans ce film-là. C'est une thérapie également, je vous dis, c'est pas facile de faire table rase de son vécu. Un vécu qui n'a pas été facile. Et les enfants sont souvent des acteurs qui sont au premier loge. Donc voilà, donc je vais vous laisser après, je pense que Monia a prévu de vous faire voir et vous... Voilà. Non, vas-y, c'est bon. Je pense qu'on peut applaudir Aïcha. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir projeter le film, le même... Ouais. On a... l'écran de portable, je pense qu'il faut honorer le film, il faut honorer le sujet. Après, on pourra, de toute façon, on a vos adresses email, donc on pourra aussi voir comment est-ce qu'on peut vous partager le lien du film, voir comment est-ce qu'on peut quand même vous donner les informations, parce que c'est un film qui a été fait par un cofinancement, je crois, avec TV5. Donc je pense que c'est France, oui. En fait, c'est l'Observatoire. C'est quoi le En fait, c'est un film qui a été financé par l'Observatoire parisien de la violence faite aux femmes. À la base, il y a Madame Amélie Vidot, qui est l'adjointe à Anne Hidalgo, la maire de Paris, la directrice de l'Observatoire elle-même, Madame Guillemot. Et il y a toute une procédure derrière qui est arrivée avec Robin Laoussaint, dont elle en parle, de TV5, voilà. Donc, normalement, ça peut se projeter sur ordinateur, mais Christelle estime que vous n'allez pas, il n'y aura pas assez de son, vous n'allez pas bien avoir ce plaisir, voilà. Donc, du coup, il y a un autre film qui est en préparatif, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Et par contre, nous allons avoir un témoignage très fort par rapport à une personne qui a subi des viols et qui va venir témoigner. Après, je ferai juste un petit, un petit topo sur la procédure suite à des violences, rapidement. Et après, je laisse la parole parce qu'il y a plein de présidents d'associations dans l'auditoire.
Et on aimerait bien qu'elles aient la parole pour se présenter, parce que ce sont nos partenaires. Et on aimerait bien qu'ils soient là aussi et qu'ils présentent aussi leur association, pour saluer tout le monde. Merci. Je ne voulais pas accaparer la parole sur le sujet de la polygamie, mais je voulais vous dire que la polygamie, il y a un gros travail qui est fait dans les pays d'origine, mais c'est un phénomène grandissant en France, dans toutes les communautés. C'est pas qu'un problème de noirs, donc il ne faut pas faire de relativisme culturel. Chez les maghrébins, les gens de confession musulmane, dans la culture née en France, c'est un phénomène qui est en train de grandir chez les moins de 35 ans. Donc c'est quelque chose chez les jeunes, c'est quelque chose de né en France. C'est-à-dire qu'il y a un retour un peu aux traditions et on culpabilise les femmes qui acceptent la polygamie parce qu'elles ne connaissent pas suffisamment bien leur culture ou leur religion, donc elles acceptent ça. Donc on a souvent mis ça comme une problématique liée à l'Afrique noire, subsaharienne, etc. C'est un phénomène qui est grandissant dans la communauté d'origine maghrébine aussi, et on est confronté aux mêmes difficultés puisque c'est des mariages qui se disent religieux. Il y a plein d'imams aujourd'hui qui refusent de marier religieusement et qui demandent le passage en mairie, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut parler. On dit souvent que ça stigmatise une communauté, que pour les musulmans, etc., surtout dans les contextes actuels. Mais je trouve que vous nous donnez de la force, à d'autres diasporas, les diasporas sénégalaises, maliennes, parce que les femmes, elles osent aborder ces sujets. Et chez nous, dans d'autres communautés, c'est un peu plus tabou. Mais c'est un phénomène qui est grandissant, auquel on est confronté, qui devient de plus en plus difficile, surtout dans des contextes de divorce culpabilisé, de pauvreté. Les femmes, elles acceptent, comme tu disais, par rapport à l'estime de soi, elles acceptent un certain nombre de situations, parce qu'elles se disent, il m'accepte avec 2 enfants, j'accepte cette situation parce qu'il va m'aider à avoir un logement, etc., etc. Et la culpabilité aussi, d'être une bonne musulmane, d'être une bonne épouse, etc. Je vais juste rajouter attendez. Donc, ce que je dis, c'est important de le souligner. Actuellement, il y a une recrudescence de ce phénomène de polygamie, notamment les jeunes nés en France. Et pourquoi? Parce que, sans stigmatiser, mais avec le développement de l'islam, de plus en plus de jeunes sont dans l'islam profond, il faut le savoir, et malheureusement qui deviennent de plus en plus soumises. Et du coup, elles acceptent. Et puis deuxième chose, c'est que ces jeunes aussi, notre façon d'éduquer, nous les musulmans ou nous les Africains, c'est-à-dire tu ne pars pas de la maison familiale tant que tu n'es pas marié. Donc les jeunes souvent acceptent cette polygamie, même demandent à un homme qui a déjà une femme de devenir sa deuxième pour sortir du foyer, du domicile de la famille, et pour pouvoir légitimer ses rapports sexuels et légitimer ses enfants. Parce que quand tu as des enfants hors mariage, ce sont considérés encore aujourd'hui comme des bâtards. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ces jeunes l'acceptent. Moi j'ai interrogé quelques jeunes et c'est dans ce contexte qu'elles acceptent cette situation pour pouvoir juste sortir. Donc en fait, moi je pointe du doigt en disant c'est comme une forme de prostitution qui fait que, déguisée, parce qu'elles se marient, 1 mois ou 2 mois, elles divorcent et puis elles vont refaire ça, juste pour sortir et elles vont le refaire. Donc juste pour légitimer le rapport sexuel, dire que je suis mariée religieusement, donc je peux coucher avec lui tranquille. Donc pour revenir aux questions de Madame Fall, qui parle des maîtresses, comme je dis toujours, maîtresses, ok. On a aussi des amants, hein. Il y a des femmes qui ont des amants. Oui ou non? Mais la polygamie, c'est autre chose. La polygamie, c'est autre chose parce que la polygamie, quand même, c'est quelque chose. Voilà. On sait que ton mari qui était dans tes bras pendant 2 jours, il est blotti dans d'autres bras. La maîtresse, moi, si j'ai un amant, je ne vais pas dire à mon chéri, chéri, j'ai un amant. Hein. Je ne viens pas lui dire. C'est pareil pour la maîtresse. Et deuxièmement, la maîtresse, on se protège. Ou l'amant, on se protège. Tandis que la polygamie, on ne se protège pas. Donc, il y a les maladies sexuellement transmissibles que les femmes aujourd'hui n'osent pas en parler. Mais les cancers de l'utérus, je ne parle même pas. Il y a les syphilis qui est en progression.
Le sida, pourquoi en Afrique il y a autant de... Pourquoi on dit que le taux de sida est plus élevé en Afrique? Mais posez-nous la question. Comme je dis, c'est quelque chose qui englobe toutes les souffrances, la polygamie. Moi, j'ai vu ma soeur en mourir et d'autres femmes qui viennent pleurer, qui frappent la porte des FAPO, c'est pas pour rien. D'accord? Donc, ça englobe toutes les souffrances. On trouve les violences physiques, les violences psychologiques, les violences administratives. Je t'ai amené ici, tu es soumise, je ne te donne pas tes papiers, tu ne peux rien faire. Les violences économiques, on laisse les femmes. L'autre jour, avant-hier, il y a une femme, elle est arrivée, 40 € il lui a laissé, et partir au Sénégal pour épouser une troisième. Ça veut dire quoi, cette femme? Avec un enfant handicapé, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Donc, pourquoi encore on dit aux femmes aujourd'hui, c'est comme ça? Donc, je dis non. C'est juste parce que ces femmes ne connaissent pas leurs droits. Donc, il faut les accompagner. Il faut en parler pour que ces femmes se révoltent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se révoltent. Mais sauf qu'elles ignorent leurs droits. C'est pour cela qu'elles acceptent ça. Et je dis non. Et je pense que vous tous, vous êtes là, c'est pour dire non. Je vous remercie. Merci. Awa. Si. Vas-y, donc c'est... Ouais, c'est lui. Une minute. Bonjour tout le monde. Présente-toi. Je m'appelle Hamza Diallo. Donc, je n'ai pas d'association, mais ma femme a une association on va faire le lancement du CFD, donc Club des femmes de la diversité. Mais je voulais rebondir sur ce qu'Awa disait tout à l'heure. C'était juste un petit témoignage pour la polygamie. C'est aussi un papa qui est là, qui a été marié à une deuxième femme. La deuxième femme, il l'a fait venir. La deuxième femme n'a pas de papier. Et par malchance, la deuxième femme est tombée malade. Elle a pris la carte de sécurité sociale de la première pour soigner la deuxième. Manque de chance, elle décède. Qui est décédé? C'est la deuxième qui est décédée. Mais aux yeux de la loi, qui est décédée? La première. Et voilà. Aujourd'hui, ce problème-là, il est là. Comment faire? Voilà. C'était juste un petit témoignage par rapport à ça. Donc, voilà. Je vous avais dit 1 minute. Mariam. Qui? Ah, ben, passe. Ah, bon, elle finit après tu passes. Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis Madame Mariam Fall de l'association ABD, Éducation, Intégration et Développement. Je suis d'accord pour la souffrance des femmes pour la polygamie, parce que j'ai une copine aussi qui l'a vécu aussi. Elle a eu 5 enfants avec son mari, plus d'autres enfants qu'il a éduqués, ça fait 8 enfants. Et quand le mari a pris sa retraite, il est retourné au Sénégal. Il a épousé une deuxième femme, mais il a laissé carrément la première femme. Donc, il a été aidé parce qu'il ne paye plus de loyer, ni d'électricité, ni d'alimentation, ni rien du tout. Et puis, la deuxième femme l'a bien accaparé à Dakar. Donc, actuellement, il vient quand il veut, il rentre quand il veut. Et en même temps aussi, il y a beaucoup de conséquences au niveau des enfants. Beaucoup de conséquences quand le père n'est pas là, la maman qui travaille, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des factures, qui s'occupe de tout. Et quand les mamans sont fatiguées, ils baissent les bras et les enfants sont dehors. Et ça engendre beaucoup la délinquance au niveau des jeunes. Donc je remercie tout le monde. Merci. Je voudrais revenir sur les propos de Awa. Je ne suis pas contre vous, bien au contraire, je suis dans votre camp et je lutte beaucoup contre la polygamie. Mais c'est peut-être prématuré ce que j'ai à vous dire,
mais c'est pas du tout. C'est dire non, mais savoir aussi comment le dire pour que ce non soit entendu et qu'il soit efficace. Parce que une révolution n'a pas toujours apporté ce qu'on cherchait. Une révolte n'a pas toujours apporté la solution à un problème qui s'étend à plusieurs communautés comme ça. Alors c'est pour ça que je vous invite à plus de tempérance pour pouvoir régler ce problème de la polygamie. On ne débat pas de la polygamie ici, entièrement, donc je m'arrête là. Juste pour revenir sur le thème et pour revenir un peu sur ce qui a été dit par les différentes intervenantes, il y a un sujet qui revenait au cœur, c'était le sujet des droits. Comment avoir accès à l'information, c'est sur quoi Sarah avec One for One France, vous voulez aider les femmes étrangères. Toi, Aïcha, c'était comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute et que ces femmes, les mettre en visibilité, les femmes sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Warda, bah, toi c'est au quotidien et même c'est sur une échelle politique aussi. Awa, toi aussi pareil sur cette question de comment est-ce qu'on travaille sur des conditions bilatérales pour des femmes qui sont issues des diasporas. Et je voulais revenir sur cette question pour clôturer en fait notre panel. C'est juste très brièvement chacune, comment est-ce que vous, sur cette question des droits, vous pouvez agir avec les femmes? C'est-à-dire, comment est-ce que vous les accompagnez? Où est-ce que vous avez l'information? Où est-ce que vous les orientez? En fonction, je sais que c'est en fonction des situations. Et ensuite, Edwige, la présidente de Femmes en danger, va clôturer sur, elle en tant qu'assistante sociale, les démarches et le suivi qu'elle fait en fonction des femmes. Ça vous va? C'est bon? Oui, donc oui, pour moi, c'est parce que notre problématique, c'est oui, la violence conjugale, mais il y a aussi une énorme partie droit des étrangers dans notre problématique parce que c'est une femme étrangère, une victime de violence conjugale. Donc il faut qu'on regroupe les experts qui sont dans le droit des étrangers, qui est vraiment... Je ne suis pas avocate moi-même, mais j'ai l'impression que ça dépend de quel pays on vient. Même au niveau du droit, donc noir et blanc, et aussi au niveau de l'application des droits. Vraiment parce que il y a les films, je ne peux pas partager trop, mais, mais je constate qu'il y a un peu de... oui, la manière, moi je suis australienne, petite blanche avec les yeux bleus, j'étais bien reçue. C'est ça que je veux dire. Et je laisse ça là parce qu'il y a le film. Donc, vraiment, pour nous, le plus important, c'est de regrouper oui, tous ces experts dans ces domaines parce que c'est pas si clair. Les droits d'une femme étrangère, c'est pas le même qu'une française. Point. On n'a pas les mêmes droits. Même si on dit on n'a pas. Je laisse répondre à la question. Excusez-moi, madame, est-ce qu'on peut poser une question? Elle finit juste et après. D'accord, ok. Donc, nous, le travail qu'on fait, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on prend en compte chaque situation, on essaye d'identifier quels sont les besoins de la femme, c'est-à-dire en termes de sécurité, en termes de ce qu'elle souhaite réellement. Par exemple, est-ce qu'elle veut partir de chez elle? Est-ce qu'elle veut rester chez elle? Est-ce qu'elle se sent en sécurité, la question de la sécurité? Et après, sur la question de l'accès aux droits, il y a des procédures légales, selon qu'on soit étrangère ou française, et nous, on fait en sorte qu'elles aient accès à leurs droits, et quand c'est bloqué, on intervient, on n'hésite pas à aller embêter le commissaire, l'assistante sociale qui ne fait pas son travail, il y en a des fois. Voilà. Et donc, on est là pour... On traite pas une femme... Bon, même moi, si je suis un peu typée, je ressemble à une Roumaine, une Albanaise, une Algérienne, ça dépend des jours. En tout cas, et on accompagne des femmes serbes issues des pays de l'Est aussi qui subissent beaucoup de violences.
On n'est pas traité de la même manière quand on est accompagné par une association, donc on accompagne physiquement les femmes. Et cette forme de solidarité, d'être à côté des personnes, bah, ça change quand même beaucoup les choses. Et après, on essaie de créer un écosystème autour des femmes, trouver des avocats qui sont spécialisés. Parce que pour les femmes étrangères, il y a quelque chose de réel, c'est qu'il y a aussi les arnaques, les avocats, etc., qui vous prennent de l'argent, qui vous promettent des papiers, et c'est pas vrai. Vous promettent des choses, etc., et que c'est pas vrai. Donc nous, on essaie d'avoir des gens bienveillants, un écosystème, des avocats, des assistantes sociales qui connaissent bien leur travail, la sophrologie, aller faire un peu de boxe, retrouver... Voilà, chaque femme a un parcours, a des besoins différents. On les coach, on les accompagne, etc. Et on utilise des trucs très simples, hein, servicepublic.fr. Donc il y a la base du droit. Et après, il y a tellement de cas particuliers. Moi, je ne sais pas si c'est qui m'envoie ça, mais j'ai toujours des cas très complexes. Donc ça me pousse à être un couteau suisse. Je pense comme beaucoup d'associations, vous avez un doctorat en droit, vous avez un doctorat en social. On n'a pas le choix, on cherche, on trouve et on agit. Donc c'est comme être bienveillant avec les personnes, leur donner les bonnes informations et quand on ne sait pas, dire qu'on ne sait pas et pas donner des fausses informations parce que des fois, on fragilise des femmes, surtout les familles on les met en difficulté parce qu'elles font des mauvaises demandes et après c'est fini pour elles, quoi. C'est très compliqué après. Elles sont obligées de vivre cachées, travailler au noir, être exploitées, etc. Il faut être très très vigilant. Quand vous ne savez pas, prenez le temps de vous renseigner, ne donnez pas des informations dans l'urgence. Voilà. Je ne sais pas qui je donne le micro. À elle d'abord. Alors nous, au niveau des droits, donc comme on dit, nous, quand les femmes viennent nous voir, des fois c'est des femmes qui ont déjà le papier, hein, qui peuvent venir nous voir. Mais les femmes qui n'ont pas de papier, quand elles viennent nous voir, de toute façon depuis quelque temps, on organise ce qu'on appelle des ateliers de droit étranger. Donc on a des juristes qui viennent et qui les accompagnent pour faire valoir leurs droits. Donc suivant leur situation en tout cas. Et les femmes qui viennent nous voir vraiment pour juste parce qu'elles ont des problèmes de polygamie et qui veulent connaître leurs droits et qui ont le papier, on les oriente vers les avocats qui travaillent avec nous, les avocats spécialisés sur cette polygamie. Donc on travaille avec 2 avocates qui sont spécialisées sur cette problématique, donc on les oriente. La majorité, elles vont pour divorcer, parce que malheureusement, elles n'ont pas d'autre issue de se dire je divorce. Et c'est pour cela notre combat, c'est aujourd'hui avec l'avocate qui travaille avec nous, qui est à Nîmes, c'est de pouvoir que la loi française change sur ce côté, parce qu'une polygamie avérée en France est punie par la loi, c'est un délit, puni par la loi, 45 000 € d'amende plus 1 an de prison. Voilà, et retrait des papiers. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la loi change. Donc on travaille avec une députée de l'Essonne qui a pris les choses en main et qui essaye de nous aider, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la polygamie soit reconnue comme un délit fait à la femme et non à l'État. Et dans ce cas, si on arrive à avoir ça, ça veut dire que la femme peut porter plainte et avoir des dommages et intérêts qu'on pourra saisir. Et c'est notre combat aujourd'hui. Et la députée était là hier, lors de notre après-midi sur les violences faites aux femmes qu'on a organisé hier. Elle m'a confirmé que c'est un poids et qu'elle espère que ce texte va passer. Et on lui dit bravo, je ne dis pas son nom, pour l'instant elle me l'a dit, mais en tout cas c'est en bonne voie. Donc voilà, pour aider ces femmes et pour faire reconnaître cette problématique de polygamie. Merci. Très passionnant, très très passionnant, voilà. D'accord. Notre sujet, c'était le viol, la double peine. Nous n'avions pas pu pour des... Bon, peut-être que ça va venir, je le souhaite. Juste un petit mot là-dessus. Le viol, c'est quoi? Le viol, c'est quand on attrape une personne contre son gré et qu'on lui fait un acte sexuel non consenti.
qui est d'accord avec moi? Voilà, c'est juste ça la définition. Moi, je rajouterais la surprise aussi. Ben oui, ça fait partie. Il n'y a pas que la violence à frapper, il y a la surprise. Oui, oui, voilà. Donc, c'est vraiment... Même une pénétration, que ce soit non consentie. Voilà. Même un peu, voilà, même oui. je veux dire, tout ça. Bon, je vous laisse les détails. Donc, voilà. Donc, cela existe un peu dans tous les couples et aussi en polygamie, parce que quand le monsieur va épouser sa deuxième ou troisième femme là-bas, la femme ici a peur d'avoir des relations avec lui parce que c'est pas ce que cette femme fait là-bas. Donc elle se ferme, ben, il dit, ben, tu es ma femme, ben voilà. Il la brutalise. C'est tout juste ça qu'on subit tous les jours. Donc, juste pour aller très rapidement sur les procédures et laisser la parole à une grande dame qui a vécu ça, qui a eu le courage, quand il a vu le sujet sur Facebook, de me dire, Edwige, je vais venir. J'ai dit, est-ce que tu auras le courage de témoigner? Elle a dit oui. On va l'appeler tout à l'heure, Christelle va l'appeler. Juste pour être très rapide, moi je suis assistante sociale. Qu'est-ce qui se passe quand une femme violée, frappée, se ramène au service social? Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on l'envoie à la police. Il faut qu'elle dépose plainte. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à la police va lui faire raconter son histoire. Il va lui délivrer 2 certificats qui lui permettent d'aller à l'unité médico-judiciaire à l'hôtel de ville à Paris pour pouvoir faire constater, déjà elle sera vue par un généraliste qui va voir les dommages physiques, et elle sera vue par une psychiatre ou un psychiatre qui va essayer de constater l'état de traumatisme, hein, comme elle avait dit Madame McGrath, l'état de traumatisme, et de décider d'un taux d'incapacité temporaire. Voilà ce qui va se passer. Et après ça, maintenant, il y a certaines femmes qui ne veulent pas porter plainte, qui pensent qu'il va changer et tout. C'est leur droit. La question de la violence faite aux femmes, c'est de ne pas non plus les brutaliser. Parce qu'après, elles peuvent refuser de venir parce que vous leur dites « divorcez, divorcez, divorcez ». Ce n'était pas ça l'objectif de l'accompagnement. C'est déjà de les accompagner dans leur souffrance, d'écouter leur souffrance sans les juger et de leur dire « je comprends votre souffrance, mais sachez que nous sommes là si vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu dans vos démarches pour vous en sortir ». Et donc après, les unités médico-judiciaires et tout, le procureur peut être saisi. Il peut y avoir l'ordonnance de 2010 pour éloigner l'auteur des violences du domicile conjugal. Et la dame, elle a 1 an pour faire des démarches si elle veut divorcer. Parce qu'au bout d'1 an, ça tombe à l'eau et le monsieur peut revenir. Pourquoi je dis qu'il faut les soutenir? Parce que quand on se bloque, elles ne reviennent plus. Elles gardent toute leur souffrance en elles. Et c'est comme ça qu'il y a eu des féminicides. Vous en entendez maintenant parler, c'est le nouveau mot d'actualité et tout. C'est ça. C'est juste une oreille, c'est juste une écoute et aller avec son rythme. On a accompagné des femmes pendant 5 ans pour qu'elles quittent le mari. Vous voyez? Malgré tout ce qu'il fait, il les déstructure psychologiquement, économiquement, administrativement et tout, parce que des fois, ils confisquent les papiers. Mais la seule chose à faire, c'est d'être à leur écoute, de les accompagner, de faire les petits pas avec eux. Petit pas plus petit pas deviendra grand pas. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas m'éterniser sur ça parce que, bon, voilà, vous avez tout un tas de documents que j'ai mis là qui peuvent vous indiquer des démarches à faire et tout. Et nous, on reste à votre disposition. S'il y a si des gens, vous êtes témoins de quelque chose, c'est de nous appeler. Il y a aussi un téléphone qui est maintenant mis à la disposition des personnes menacées de violence. C'est Femmes en très grand danger, c'est comme ça s'appelle le dispositif. Donc, ça permet à une femme qui est violentée d'avoir un téléphone et au cas où la violence revient, de vite appuyer sur un numéro et de déclencher tous les dispositifs, y compris la police, pour pouvoir l'épargner de cette violence-là. Voilà. Donc,
Nous sommes à votre disposition. Femmes en danger est à votre disposition. Vous avez le numéro. Maintenant, vous nous connaissez. Il a fallu faire ça aujourd'hui pour nous mettre vraiment en lumière. Donc, on va être en réseau avec toutes ces femmes-là. Nous avions des projets avec Awaba. Donc, nous allons faire des choses énormes et repérer, laissez vos adresses, on vous tiendra au courant. J'ai laissé la parole. Moi, j'en aurais fini. Et je laisse Christelle finir. Le thème de la projection était viol, double peine. C'était le thème viol, double peine. Je vais laisser notre grand témoin parler de cette question de la femme dans des situations de viol et comment est-ce que on arrive à s'en sortir. Et elle va parler particulièrement des femmes en Centrafrique. Excusez Christelle, parce que Christelle vient de découvrir notre grande Marie-Reine Hassen. Voilà. Alors, il faut quand même que je vous édifie cette femme qui a pris son temps aujourd'hui, qui prend ce risque, pour venir faire un témoignage rapide, parce qu'elle a été victime d'un viol et pas d'une personne pas de moindre. C'était quelqu'un qui était à la tête d'un État. On ne dira pas son nom aujourd'hui. Voilà, donc je vous présente Marie-Reine Hassen. Oui, c'est ça. Voilà. Non, elle ne va pas dire le nom. Non, mais on n'a pas le droit de ça. Ouais, elle ne va pas dire le nom. On n'est pas dans le nom. Non, on va pas. Non, mais c'est connu mondialement. Il y a des vidéos sur YouTube pour ça. Donc, c'est pas, voilà, donc c'est pas un truc caché. Voilà, donc je vous présente. Non, tu viendras là à cause du micro, Marie-Reine. Je vous présente donc Marie-Reine Hassen, ancienne ministre, ambassadrice et candidat à l'élection présidentielle en Centrafrique. Merci Edwige Zo et à l'association de m'avoir invitée. Je suis donc ambassadeur de Centrafrique au Sénégal, ancien ambassadeur, ancien ministre aux Affaires étrangères à la coopération internationale. Et comme Edwige vous l'a précisé, j'ai dans mon passé vécu quelque chose de difficile, mais je suis un bel exemple de résilience, donc je m'en suis bien sortie. Avec l'aide de mes parents, avec l'aide des amis, avec ma volonté aussi, parce qu'il faut avoir beaucoup de volonté et de ne pas se laisser abattre. Voilà. Et je suis là en fait pour vous parler de la situation, surtout des femmes en Centrafrique. Et du point de vue politique et sociologique plutôt. Hein. Voilà. Et lorsque j'ai été ministre en Centrafrique en 2006, j'ai vu des choses, des cas de petites filles violées de 7 ans, 8 ans, on en parlait dans le gouvernement et j'ai été choquée qu'il n'y ait pas de réaction. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le président de la République fait? Mais nous sommes les ministres, la ministre des Affaires sociales, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que nous faisons? Puisque notre rôle en tant que gouvernement, c'est de protéger la population et les enfants en particulier, et les femmes. Et donc, j'ai été choquée, mais je n'ai pas vu de réaction. Et tout ça m'a poussée à me dire, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser ces choses-là se passer. Et ça, c'est avant le déluge, avant le tsunami Séléka, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et là, ça a été absolument horrible et ça continue, ça continue. Donc je suis là pour vous parler un peu de ça. J'ai un petit papier, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour garder mes petits chiffres. Hein, voilà. Alors, je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui, comme j'avais dit tout à l'heure, avec vous. Et plus spécialement aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Et c'est notre fête nationale en République centrafricaine. Encore merci, Edwige Zoe.
je disais les femmes en général, hein, parce que je parle de l'Afrique en général, et évidemment de la Centrafrique en particulier. Les femmes sont l'avenir, de toute façon, de nos pays africains, et de la République centrafricaine en particulier, et j'en ai l'intime conviction. Et parce que les femmes sont les piliers de toutes les sociétés, et les sociétés en particulier. Pourquoi? Parce que dans toutes les circonstances, en temps de guerre, en temps de situations absolument horribles, ce sont les femmes qui se lèvent, quelles que soient les circonstances, qui enterrent les morts, parce que les hommes fuient, hein, on l'a vu, et ce sont les femmes qui se débrouillent d'une manière ou d'une autre pour nourrir les enfants, et même pour nourrir les hommes qui, eux, sont complètement, voilà, n'arrivent à rien faire. Ce sont les femmes. Donc ce sont ces piliers-là. Et en s'attaquant aux femmes, c'est-à-dire en les violant, en commettant des abominations sur ces femmes, on affaiblit les pays. On affaiblit tout un continent. Et là, je parle de l'Afrique en général. Et je vais vous citer des chiffres absolument effarants et abominables, hein, pour la République centrafricaine. Il y a eu 163 cas de crimes sexuels qui se sont déroulés à Dekwa, c'est une petite bourgade de chez nous, et qui implique les casques bleus du Gabon et du Burundi. Et ça a été cité dans le journal Le Monde, hein, le 20 novembre. Donc là, ces jours-ci. Mais c'est un pays, en fait, où les personnes, les femmes, les enfants, et comme Edwige le disait, même les petits garçons, en fait, tout le monde, même les hommes, hein, selon les circonstances, sont violés et sont traités sexuellement de manière absolument épouvantable. Et pas seulement par les groupes armés, puisqu'on a des groupes armés, mais aussi par l'armée elle-même, qu'on appelle là-bas les FACA, et également par ces troupes étrangères qui sont censées être là pour nous aider et pour protéger les populations, c'est-à-dire la MINUSCA et même les troupes françaises Sangaris, il faut le dire. Tout le monde viole gaiement dans ce pays-là. Et ça, c'est une abomination. Et c'est également ce qui fait que je soutiens des associations comme celle-là, comme BSF, hein, dont voilà, Ida est là, Crozon, et d'autres associations, MRH 2021, etc. Je soutiens toutes ces associations-là parce que c'est absolument épouvantable. Et j'ai vu ça lorsque j'étais ministre au sein du gouvernement. Et il n'y a aucune poursuite. Vous l'avez vu d'ailleurs pour ceux qui suivent un peu. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune assistance, ni physique, ni psychologique. On a vu avec le docteur, comment il s'appelle, celui de RDC, Mukwege, je crois, qui a décrit des cas épouvantables un bébé qui est violé, qu'est-ce que vous voulez qu'il en reste? Il va mourir. Une petite fille de 3 ans qui est violée, soit elle en meurt, soit elle va être handicapée à vie. Handicapée à vie. Ah bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous reste dans nos pays? Il nous reste les associations, les ONG, quelques organisations, puis voilà. C'est tout ce qu'on a, mais ces actions ne font que parer à l'insuffisance de l'action de l'État, ce qui est insupportable, parce que ça, c'est la responsabilité de l'État. Et comme je vous ai dit, je parle en femme politique, hein, donc si on arrive à régler ce problème-là du point de vue politique, on arrivera non seulement à réduire le nombre de viols dans nos pays, mais probablement à éviter complètement ce phénomène-là. Mais ça, c'est un problème aussi de gouvernance dans nos pays. Voilà. Après, on se dit, mais quelles sont les personnalités politiques dans ces pays qui ont agi pour améliorer les choses? Alors que chez moi, par exemple, on sait que 50% des dispensaires et des hôpitaux
de campagne sont fermées, alors que seulement 2% de la population centrafricaine a un accès régulier à l'eau potable. Seulement 2%, imaginez. Bon, voilà. Et ne parlons même pas des écoles qui sont fermées et tout ça. Bon. Donc, les services publics essentiels, assurés pour tous, c'est-à-dire l'eau, l'école, les dispensaires, n'existent pas. Voilà. Donc, au final, je dis qu'il est temps de redresser nos pays en redonnant le pouvoir au peuple et à son pilier essentiel, les femmes. Et ça, j'insiste dessus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je dis, pour résumer, nous avons besoin, et c'est pareil en Europe, de toute façon, c'est partout pareil, nous avons besoin de femmes, d'un maximum de femmes, dans les organes de prise de décision de nos pays. Parce que ces femmes-là, à l'Assemblée nationale, ou dans les ministères, ou dans n'importe quel organe de prise de décision, ces femmes-là pourront prendre des textes de loi, ces femmes-là pourront intervenir et prendre des actions pour protéger la population, les femmes et les enfants. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Et voilà, il faut beaucoup plus de femmes. Et quand il y a des femmes à la tête de l'État ou à la tête de ces organisations de prise de décision, alors on se demande si ces femmes font vraiment quelque chose pour protéger les femmes. Et en général, on l'a vu, elles ne le font pas. Enfin, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et donc, voilà, c'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'elles font également? Donc aujourd'hui, la lutte, la mienne et celle certainement de nombreuses autres femmes, y compris les associations, les ONG, etc., c'est d'arriver à avoir des femmes conscientes à la tête de tous ces organes de prise de décision dans nos pays, de manière à ce que les choses changent, qu'il n'y ait plus de viol d'enfants, que ce soit d'ailleurs, et c'est pour ça aussi qu'il faut, comme je vous disais, prendre des lois, parce qu'il nous faut des lois. Tout à l'heure, on parlait de la polygamie. C'est la même chose, je pense la même chose. Je compte abolir la polygamie si on y arrive chez nous. Mais pour abolir la polygamie, il faut des lois. Et pour ces lois-là, je pense que ce sont les femmes qui seraient, les femmes conscientes de ce phénomène qui seraient capables de le faire. Voilà. Donc, c'était ça, mon petit témoignage. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Et bon après-midi. On va pouvoir voir le film. En fait, explique. Ils ne sont pas arrivés à faire la vidéoprojection, ne fonctionne pas parce qu'il y a une incompatibilité avec le Mac, le PC. Donc du coup, on a dit, bon, ils vont mettre en audio. C'est des témoignages en fait. Voilà. Ok. Ouais. Juste pour, avant de finaliser avec, on va peut-être finaliser avec les intervenantes, je pense qu'elles méritent vraiment qu'on les applaudisse. Merci Sarah, pour Women France, Aïcha, Awa. Voilà, merci. Merci à vous. Et Warda qui se trouve là-bas. Il y a le monsieur qui voulait poser une question. Vous avez oublié la question. Christelle, tu annonces les... Tu veux parler? Non, je veux partir. Excusez-moi, je suis obligé de partir. D'accord, merci. Merci d'être venu.
Il y a aussi la